fondateur de Maltem Canada, qui est un cabinet de conseil en transformation numérique. Puis je vais raconter un petit peu mon histoire. Je suis d'abord honoré et je suis ravi de faire ce témoignage. C'est toujours une fierté de parler un peu de son histoire, de ce qu'on a fait ici. C'est surtout aussi pas facile parce que juste avant moi, la précédente session, c'était Decathlon. Bon, passer après Decathlon, c'est pas si facile que ça. Mais ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'est finalement, je me mets à votre place pour ceux qui veulent venir en tant qu'entrepreneur, venir s'implanter au Canada et au Québec, précisément à Montréal. C'est finalement les clés, les astuces ou les trucs à savoir pour peut-être démarrer un petit peu plus vite. Donc c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous raconter. C'est pas forcément toute l'histoire de manière chronologique de ce que j'ai fait, mais c'est plutôt vous donner des tips et des astuces. En 5 ans, ça fait 5 ans que j'ai créé Maltem Canada, donc qui est une filiale d'un groupe français. Forcément, en tant qu'entrepreneur, j'ai vécu beaucoup d'émotions, d'anecdotes. Je vais aller plutôt sur des anecdotes aujourd'hui. J'ai vécu le démarrage difficile au Québec, avec une marque qui est inconnue. Et j'ai vécu la grande croissance. J'ai vécu aussi l'étape de stagnation, la remise en question en tant qu'entrepreneur aussi. Et puis aujourd'hui, on est plus dans une étape de transmission, de restructuration interne pour aller s'exporter au-delà du Québec, même si on est déjà à New York, mais au-delà du Québec, on vise Toronto et puis passer cette fameuse barre des 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Voilà, premièrement, Maltem, juste d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Puis ensuite, on va aller, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait sur ces 5 dernières années. Maltem, c'est un cabinet de conseil en transformation numérique. Je fais partie de ces 45 fous en tant que société de service conseil à venir s'implanter au Québec en 2018. On est un peu plus de 45 boîtes à être venus entre 2018 et 2022. C'était une des discussions que j'ai pu avoir avec Montréal International. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu la course à la différenciation qu'il faut faire pour faire sa place et faire son trou ici. Ce que l'on fait, nous, ici, c'est euh, on accompagne nos clients dans tout ce qui est le mid-market et puis les grosses boîtes dans tout ce qui est transformation numérique. Donc, on a 5 expertises et puis on est sur multi-secteurs d'activité. On accompagne nos clients et nos partenaires sur du développement logiciel. On fait l'accompagnement en cybersécurité, en UX design, en agile et en data. Globalement, en bref, notre mission, elle est assez simple, c'est créer des équipes au complet, une équipe pluridisciplinaire pour créer des produits numériques de A à Z chez nos clients. Donc, on est passé, Maltem, de 0 à 70 employés permanents sur Montréal en 4 ans, avec l'ouverture de New York en 2022, où on a une employée, et puis on a quelques activités à Québec. Voilà, ça c'est pour Maltem, puis on pourra rentrer un peu plus en détail si vous souhaitez par la suite. Ce que je veux vous dire en termes de témoignage, puis je vais commencer comme ça. Monter une boîte au Québec, créer une entreprise au Québec, c'est facile. Ça prend pas longtemps, ça prend environ 48 heures. Et puis je vais passer toute cette partie-là administrative, euh, financement, avocat, etc. Je vais passer cette partie-là. Je pars du principe que vous avez fait des démarches administratives, que vous avez fait votre benchmark, mais à partir du moment où vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez donc, comme je l'ai dit, c'est facile de créer une boîte, c'est aussi l'Eldorado ici des subventions, du financement. J'en reparlerai un petit peu après. Mais finalement, ce qu'on a envie de savoir est le plus difficile, le nerf de la guerre, c'est trouver ses premiers clients. Qui sont mes early adopters? Et là, c'est véritablement un défi. Alors, si vous êtes une marque connue à l'international, c'est quand même beaucoup plus facile. Si vous êtes comme moi, un Maltem Canada qui est inconnu, bon, bah, il faut être résilient. Euh, donc, je vais commencer par vous raconter une petite histoire sur la partie recrutement. Bon, le recrutement, pour moi, c'est évidemment hyper important en tant que cabinet de conseil. La croissance passe par le biais du recrutement. Donc c'est un petit peu le cœur de métier. Moi, en tant qu'expatrié français, forcément, l'ensemble du réseau que j'ai est francophone et vient principalement de la France. J'ai fait 7-8 ans à Paris dans le domaine de la vente dans un cabinet de conseil avant de venir ici. Donc, j'ai fait du business en France, j'en fais ici et ça n'a rien à voir.
D'un point de vue recrutement, ça n'a rien à voir. Et puis, je me suis obstiné véritablement à recruter ma première lead recruteuse québécoise. Je voulais absolument avoir quelqu'un local, québécois ou québécoise. J'ai mis presque 6 mois à recruter cette personne-là. C'était important pour moi et puis je pense il faut garder ça en tête. Si on veut percer au Québec, il faut absolument avoir ce mélange culturel. C'est très compliqué de rester en tant que Français, en tant qu'expatrié français, avec uniquement un staff de Français si on veut percer au Québec. Et donc, c'était important pour moi de percer ça, de rapidement avoir quelqu'un. Alors, quand on s'appelle Maltem et qu'on est inconnu et qu'on était deux à la base, deux associés en démarrage, il faut être à fond dans la séduction, à tel point que pour attirer du talent, pour se faire connaître, on offrait le champagne aux candidates qui venaient nous voir. On mettait des messages un peu de partout. On a même Miss Québec en 2021 qui a postulé un entretien de recrutement. Bref, c'est compliqué. On a mis un certain nombre de choses en place pour y arriver. Ce que je veux vous dire sur la partie recrutement et ce qui est vraiment différent, c'est contractuellement parlant et culturellement, c'est complètement différent par rapport à la France. Ça n'a rien à voir. Euh, le préavis ici, je vais juste parler d'un point de vue contractuel, le préavis ici est de 2 semaines. En France, il est plutôt de 3 mois. Donc, quand quelqu'un démissionne, clairement, vous perdez quasiment la compétence, très compliqué de rebondir. Il faut absolument anticiper. Moi, je vais vous raconter mon histoire. J'ai recruté une personne, lead recruteur, qui est quelqu'un de local et qui me dit, écoute, Marc, moi, j'adore la vision, j'adore la culture. Puis je mettais vraiment de la puissance sur la culture d'entreprise, qui est hyper importante pour donner du sens aussi aux nouvelles générations, même si je suis pas très vieux. C'était important d'impliquer tout le monde. Et donc, la personne me dit, écoute, c'est bon, je signe, on fait 6 mois ensemble. Et puis elle me dit, écoute, Marc, moi, j'adore la culture, je veux rester 2, 3 ans avec toi. J'aimerais avoir une équipe pour qu'on puisse grossir au Québec, etc. Je lui dis, écoute, pas de problème, je l'augmente, je crée une équipe autour de cette personne-là, on recrute 2 autres personnes, on fait ce qu'on s'est dit, et puis la parole est importante pour moi. En tant que fils de militaire, c'était important. Ok, on s'est tapé dans la main et c'est parti. Bon, 2 mois et demi après, cette personne démissionnait. Alors forcément, moi, en tant que Français, ça, c'est venu me faire mal, c'est venu me toucher. C'est venu me toucher parce que quand on dit quelque chose, bah, pour moi, c'était hyper important. Le sujet que je veux juste euh, ramener ou rapporter ici, c'est que moi, je n'avais pas du tout anticipé cette volatilité. Puis bon, on était en 2022, la croissance était comme ça. Dans le monde de la tech et des TI, parce que c'est mon monde et c'est mon secteur aujourd'hui, euh, c'était euh, c'était compliqué, le marché était tendu, énorme volatilité. J'ai pas anticipé. Donc ça m'a mis dans une difficulté à tel point que j'ai dû appeler le futur employeur pour négocier avec eux le préavis parce que de mettre 2 semaines la lead recruteur qui gérait l'ensemble du staff ici et qui partait au bout de 2 semaines, ça me mettait vraiment en difficulté. Ce qui est donc important et l'enseignement finalement vis-à-vis de ça, c'est être prêt à rebondir, toujours anticiper, toujours finalement avoir un pipe de candidats parce que ça va très vite ici. Et le 2 semaines versus 3 mois, quand on s'en rend pas compte, mais on perd hyper vite la compétence. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument anticiper. J'ai appris non pas de mon erreur, mais c'est plutôt une, un apprentissage important. Et maintenant, j'ai toujours finalement, d'un point de vue recrutement, que ce soit mon staff opérationnel assez proche de moi ou en termes de consultants, faut anticiper parce que ça va très vite. Ça va très vite. Quand on est en Amérique du Nord, tout va très vite. Ça, c'est la partie recrutement. C'est l'anecdote sur la partie recrutement. Maintenant, la partie business. Pour avoir fait du développement des affaires en, en France et au Canada, bon, ça n'a rien à voir. Et il faut absolument arriver à s'adapter. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, pour les personnes qui arrivent, qui sont là, ou qui sont en train de réfléchir pour venir à Montréal, moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai fait du business développement. Bon, ça s'est plutôt bien passé quand j'étais en France. Quand je suis arrivé ici et que j'ai monté Maltem, j'avais l'impression d'être le meilleur commercial, le meilleur vendeur de tous les temps.
C'était assez incroyable. On prend son téléphone et c'est assez rapide d'avoir des rendez-vous avec la haute direction, avoir des rendez-vous avec des VP, avec des CISO, des CTO, etc. Euh, alors qu'en France, pour l'avoir vécu, il faut quand même s'accrocher avant d'accéder à la haute direction. Parce qu'ici, je pense que c'est carrément beaucoup plus friendly. On a le tutoiement la plupart du temps. On a, on a un accès à la haute direction qui est beaucoup plus facile et qui est forcément le fun, comme on dit ici. C'est hyper sympathique de pouvoir discuter avec la haute direction pour aller pouvoir tisser des liens et ensuite closer un deal. Maintenant, le closing du deal, il est super différent. Il est je trouve, pas plus compliqué, mais différent. Euh, en France, je crois que les gens sont un peu plus cash qu'ici. Ici, vous passez en entretien, vous êtes sur des signatures de deal, c'est toujours super, c'est toujours parfait. C'est amazing, un peu comme hein, en Amérique du Nord. Et là, pour le coup, j'ai mis des mois, voire une année, à comprendre véritablement comment ça se passe. Le dévoilement des émotions, il n'est pas simple. Puis là, c'est le commercial et c'est le vendeur, c'est mon background qui parle. Il faut arriver à capter les signaux faibles, ça c'est l'expérience, mais c'est surtout ne pas se précipiter finalement quand on est dans un close de deal et c'est pas parce que votre deal il est parfait que vous allez signer. Ça prend, ça prend du temps. En fait, on a des cycles de vente qui sont un peu plus longs par rapport à ce qu'on a pu connaître, ce que moi j'ai pu connaître en France. Le business ici, il est basé énormément sur du réseautage, sur du 5 à 7. 5 à 7, c'est 17h, 19h. À 17h, il n'y a plus personne au bureau. Par contre, on est dans des bars à faire du réseautage entre 17h et 19h. Et c'est là finalement que se passent beaucoup de choses. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai recruté ma première business développeuse que j'ai rencontrée dans un bar avec les anciens d'école de commerce. Bon, ça se fait comme ça. J'ai mis ça c'est quelque chose qui est assez important quand vous démarrez ici. Il faut vraiment passer du temps dans des réseautages, dans des 5 à 7. Quelque chose que je veux dire sur du réseautage et qui est, je crois, important, moi, en tant que commercial de base, en tant que Français, en ayant fait du business en France, j'ai été plutôt dans de la, dans de la rétention d'informations. En vrai, c'est une bêtise. Il faut absolument ne pas faire ça au Québec et je pense que j'ai loupé quelques affaires au démarrage parce qu'on a le sentiment qu'il ne faut pas trop révéler des choses parce qu'on a peur qu'on nous pique l'idée, ou on a peur qu'on nous pique le client, etc. Et en fait, je pense que c'est une bêtise. Il faut absolument, dans un état d'esprit de réseautage ici au Québec, pour faire du business, il faut absolument donner. Il faut donner sans forcément penser absolument à recevoir. Il y a 2 3 mois, je mettais en relation 2 personnes. Je fais partie d'une communauté qu'on appelle French Founders ici, qui s'est développée en Amérique du Nord et à Montréal. Je mettais en relation 2 personnes. C'est cette mise en relation-là de 2 personnes qui, moi, ne m'a pas impacté grand-chose. C'est cette mise en relation qui m'a permis de signer un deal 6 mois après avec cette même personne-là que j'avais rencontrée aux otages parce que je l'avais aidé. Et c'est finalement ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et mon enseignement sur faire du business au Québec, à Montréal, c'est passer du temps à faire du réseautage. Faire du réseautage, c'est presque un métier, c'est faire de la com, c'est hyper important. C'est la raison pour laquelle moi, assez vite, j'ai compris ça à peu près au bout d'un an et que très vite, j'ai recruté quelqu'un sur la partie communication, chargé de communication, marketing, pour m'aider à percer le marché et à mieux cerner un petit peu les us et coutumes du Québec. Et ça, c'est hyper important pour s'adapter. Donc ça, c'est l'enseignement qui est important d'un point de vue business. Vous n'hésitez pas parce que si pour rendre ce témoignage un succès, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a un chat, je le regarde de temps en temps. On essaye d'y aller de non interactif. Je préfère qu'on y aille comme ça que plutôt faire mon speech pendant 30 minutes. N'hésitez pas, je suis là aussi pour répondre à des questions. Je ne sais pas si j'aurai réponse à tout, mais c'est important. Je suis là avec grand plaisir pour répondre à différentes questions en mon âme et conscience. Et dès que si j'ai la réponse, ça me fera plaisir.
Le business, ça se passe comme ça se passe aussi beaucoup par du partenariat. Le partenariat, c'est quelque chose qui est hyper important où finalement, moi, j'ai pas été très bon au démarrage là-dessus. Je l'ai appris au fur et à mesure du temps. Le il y a différents organismes comme Investissement Québec, Montréal International, Investissement Québec qui m'a accompagné à faire de la com pour m'implanter ici et qui accompagne les PME à s'exporter et puis à croître ici. Ils sont hyper intéressants. Il y a Montréal International qui m'a accompagné sur tout ce qui est permis de travail parce que j'ai fait venir beaucoup, beaucoup de gens de l'international. Je faisais à peu près 40 recrutements par an un peu partout dans le monde. Et Montréal International l'accompagne avec un deal assez intéressant avec des avocats en immigration dédiés pour faire venir du monde. Donc ça, les partenariats sont hyper importants. C'est ce qui m'a permis d'accéder avec la Chambre de commerce à Montréal, ce qu'on appelle le PAC, c'est un parcours d'innovation, pour avoir été à un moment donné sélectionné comme meilleure boîte investissement étranger. J'ai été nominé 2 fois au gala de la CCI. Bon, ça, c'est juste des infos. C'est des infos de visibilité, de notoriété qui sont malgré tout importants pour faire derrière du business, ou en tout cas se faire connaître, faire finalement une place et un trou dans ce Québec qu'on appelle finalement un village, parce que tout le monde se connaît et il faut absolument percer ce tissu-là. Et c'est grâce à ces événements-là, à ce parcours-là, au parcours Novaré, qui est un parcours de la Chambre et qui accompagne les PME en croissance pour aller s'exporter, pour aller changer son modèle d'affaires, etc. Il y a tout un tas d'organismes qui vous accompagnent là-dessus. Donc c'est important de passer un peu de temps dans le screening de vos partenariats parce qu'il y a énormément d'organismes et d'écosystèmes pour vous aider à percer le marché. Je vois des questions qui rentrent comme ça. Où identifies-tu les 5 assets? Ok. On réseaute, on fait pas du networking. Ouais, exactement. Où on fait les 5 assets? Il y a deux plateformes connues, c'est Eventbrite ici, et puis il y a Meetup qui sont deux plateformes intéressantes pour faire du réseautage. C'est là, après, il y a la Chambre de commerce qui vous propose du réseautage. Il y a la CCMM aussi, Chambre de commerce montréalaise, métropolitaine, qui propose des réseautages, des clans d'affaires. Voilà, c'est grâce à eux, puis c'est grâce à ces deux plateformes principales qui vous donne l'opportunité de voir un peu ce qui se passe sur Montréal. Euh, je vais vous parler du marché d'un point de vue business. Il y a deux marchés quand même hyper différents et importants. C'est le marché privé et le marché public. Moi, je suis exclusivement jusqu'à il n'y a pas très longtemps sur du privé parce que j'ai été un petit peu éduqué comme ça avec le marché privé. Mais, euh, mais prenez un peu le temps. Tout dépend de votre secteur d'activité, de ce que vous faites. Mais il se passe beaucoup, beaucoup de choses sur les marchés publics. Et l'importance du marché public, je crois, c'est quelque chose d'important parce que ça permet d'avoir un revenu récurrent, ce qui est l'enseignement vis-à-vis de ça pour avoir passé quelque temps un peu sur ces plateformes, c'est qu'il y a différentes barrières à l'entrée. Il y a un revenu minimum de temps en temps à avoir, mais il y a aussi beaucoup d'infos qui demandent le gouvernement ou sur les appels d'offres publics, c'est être ISO 9001, être ISO 27001. Ça devient hyper important et moi aujourd'hui, je me coupais 70% du marché public dans le domaine de la tech, dans le domaine du TI, de l'informatique, parce que j'avais pas ces certifications-là. Donc ça, c'est des petits tips. Faites attention à ça, faites attention aux critères d'admissibilité. Moi, très vite, si vous voulez postuler sur des marchés publics, il faut que vous ayez l'autorisation des marchés publics, ce qu'on appelle l'AMP ici au Québec. La petite histoire et l'anecdote, c'est que on avait postulé sur un appel d'offres public de plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 3 ans. On était là en décembre 2022. On a gagné. On a gagné le 21 décembre, puis on a perdu le 22 décembre.
Alors, vous imaginez l'ascenseur émotionnel quand vous gagnez et puis vous perdez le lendemain. Le- Tout ça pour dire, parce qu'en vérité, j'avais postulé sur le nom et la marque du groupe Maltem et pas de Maltem Canada. Moi, j'avais l'autorisation des marchés publics. Le groupe ne l'avait pas ou ne l'avait pas dédié sur le marché nord-américain, et ce qui nous a fait perdre finalement ce projet-là. Donc ça, c'est des sujets importants. Il y a deux plateformes pour trouver où sont les marchés publics. C'est SEAO. SEAO, c'est une plateforme qui vous permet de voir où sont et ce qui se passe en termes de marché public. Vous avez une deuxième plateforme qui est MERX, MERX, qui est plutôt dédiée au fédéral, tandis que SEAO est plutôt dédié à tout ce qui est provincial. Donc c'est très Québec. MERX, c'est plutôt au Canada, au complet. Puis vous avez Achat Canada, qui est aussi une autre plateforme qui répertorie l'ensemble du marché public. Voilà, voilà, j'ai répondu à la question, c'est ça ce que je viens de voir, les plateformes SEAO et MERX et Achat Canada. Ce sont les trois plateformes qu'il faut regarder pour faire votre screening et votre benchmark de ce qui se passe. Quand j'ai démarré, ce qui est aussi important, et j'ai mis vraiment, vraiment du temps à m'y pencher, parce que c'est l'Eldorado, c'est les subventions. Je vais vous en citer quelques-unes. Je ne suis pas l'expert des subventions, et puis il y en a qui ont développé des boîtes complètes qui accompagnent là-dessus, puis je vous en donner quelques-unes. Mais moi, j'avais pas vraiment connaissance de tout ce qui se passe, mais vous avez un tas de subventions, d'aides, de financement qui vous accompagnent dans la création et la croissance de votre entreprise ici au Québec, et c'est assez impressionnant, vraiment assez impressionnant. Le Il y en a plusieurs, je vais vous en donner quelques-unes. Je ne suis pas l'expert, si vous avez des questions, pas de souci, mais il y a la CDAE qui est, si vous êtes dans la tech, si vous êtes comme moi, vous avez du staff technique, la CDAE, si vous avez un peu plus de à peu près 30% des salaires de votre staff dans le domaine du TI qui sont remboursés, qui sont payés par le gouvernement. Donc 30% du salaire d'un développeur, par exemple, c'est important. Vous avez la RSEDE, qui est, si vous êtes d'une entreprise où vous faites de la R&D, vous remettez en question l'état de l'art, vous faites vraiment de la recherche, vous avez cette subvention-là qui vous offre des crédits d'impôt sur un certain nombre de, de projets que peuvent financer la RSCDE. La RSCDE et le CDE peuvent être en plus couplés. Donc, on peut aller jusqu'à 50, 60, 70% du projet qui peuvent être payés par le gouvernement. C'est quand même hyper important. Vous avez le CNRC Paris, qui est plutôt une subvention, une aide pour vous aider dans la commercialisation de votre produit, de votre service au Québec ou à l'international. Ça, c'est aussi intéressant. Et puis, c'est du financement qui est upfront. Donc, on vous donne de l'argent sur un business plan. Ça, je crois que c'est aussi important et c'est intéressant. Vous avez le CanExport, le PSCE aussi. Si vous voulez sortir du Québec, si vous voulez sortir du Québec, il y a déjà des subventions pour aller en Ontario, à Toronto par exemple. Si vous voulez sortir du Canada, aux États-Unis, il y a aussi le CanExport. Vous pouvez coupler aussi les deux. Il y a plein, plein, plein de choses. Il y a plein de boîtes en fait qui vous accompagnent aujourd'hui. Puis moi, je vous conseille assez vite, quand vous venez ici, que vous vous lancez au Canada, de prendre un meeting avec Layton, Hemming, KPMG, Mazar. Il y en a beaucoup qui vous accompagnent sur ces subventions-là. Je ne veux pas faire de pub, mais je fais un peu de name dropping pour vous que vous puissiez aussi vous renseigner sur tout ça, parce que c'est quand même assez important. C'est grâce à ces subventions-là qu'il y a la visibilité que j'ai fait via Investissement Québec, parce que j'annonçais à l'époque que j'ouvrais une quarantaine de postes dans le monde de la cybersécurité, qu'il y a le ministre de l'époque qui s'appelle Jean Boulet, le ministre de l'Éducation et du Travail, qui est venu dans les bureaux de Maltem pour déjà nous visiter, nous rendre visite, et puis nous octroyer une subvention, un financement à condition un certain nombre d'investissements dans la formation de personnes dans la tech
pour aller garder, pour aller fidéliser les gens ici au Québec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent en termes de subventions. Je vous conseille, de prendre quelqu'un externe ou une boîte dédiée pour vous accompagner sur ces sujets-là. Voilà un peu. Je voulais vous parler aussi d'un point qui me semble important, c'est les bureaux. Quand on vient au Canada, on veut forcément trouver à un moment donné des bureaux. Moi, j'ai commencé à WeWork, à Place Ville-Marie, qui est en plein centre-ville. C'est fabuleux parce que c'est facile d'accès à tous les clients qui sont ici autour. Puis ça, c'était en 2018. Ça a un petit peu changé depuis la Covid, mais vous avez WeWork, un espace de coworking, et ça passe bien. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est comme avec la Covid, bah, les prix des loyers ont chuté, ont diminué. Moi, j'ai sauté sur l'occasion pour avoir mes propres bureaux. Donc, on est aujourd'hui dans le Myland. On a dans les mêmes bureaux d'Ubisoft, on a l'une des plus belles vues, je crois, de Montréal. C'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup de consultants donc qui sont à la fois ici pour des projets internes sur des missions ici, mais aussi qui sont chez les clients. Les clients de plus en plus demandent d'aller au bureau entre 2 et 3 jours par semaine. Donc, ce qui fait que mes bureaux qui représentent aujourd'hui un peu plus de 700 mètres carrés, bon, bah, ils ne sont pas tout le temps remplis. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'on est ouvert et on hoste des événements. On transforme des bureaux en host d'événements. D'ailleurs, on hoste dernièrement, on a fait un événement avec la chambre de commerce. On fait du réseautage ici maintenant, puis j'en profite pour faire visiter et puis accueillir des nouveaux arrivants ici. Donc l'enseignement, c'est assez simple. Quand vous venez au Canada et que vous le lancez, il y a plusieurs options. Soit il y a des espaces de coworking et puis il y en a beaucoup. Soit prendre vos propres bureaux. Et puis pour ça, je vous conseille de faire appel à un courtier immobilier. Je vais revenir. Ou alors venir louer quelques places de bureau chez Maltem parce que j'ai quelques places disponibles. Ce qui était important, ce que je voulais dire, c'est sur la partie bureau. Ici, on fait appel à des courtiers immobiliers, que ce soit pour le perso ou pour le pro. Le courtier, il est gratuit. Vous n'avez pas forcément à le payer. Le courtier est là pour vous mettre en relation, soit avec des bureaux, soit pour le pro, soit pour le perso. Ça vous coûte rien. Ça coûte souvent aux vendeurs ou aux locataires qui cherchent à quelqu'un. Et donc, c'est, vous êtes hyper bien représenté parce qu'il y a un courtier qui vous représente, qui est le courtier de l'acheteur, il y a le courtier du vendeur qui est représenté, et finalement, tous les deux doivent se mettre d'accord pour trouver votre bien, soit pro, soit perso. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas en France et que je trouve assez intéressant ici. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des courtiers pour vous aider à faire votre benchmark et puis à vous présenter un certain nombre de bureaux parce qu'il y en a un paquet à la fois au centre-ville et puis à la fois dans les différentes régions de l'île montréalaise. L'autre sujet, que je voulais parler, c'est immigration. Et puis après, c'est mon dernier point. Puis après, j'irai sur une conclusion. Et puis on pourra y aller sur des questions. L'immigration, moi, j'ai fait venir beaucoup, beaucoup de gens de l'international. On a un peu plus de 16 nationalités aujourd'hui qui est représentée. Donc, j'ai réussi à ne pas faire une boîte seulement d'expatriés français, même si on a eu beaucoup de Français. On en a encore, évidemment. Mais aujourd'hui, je me considère comme une entreprise internationale. Montréal International, je crois que c'est un, c'est un partenaire intéressant pour vous aider si vous avez besoin de faire venir de la main-d'œuvre à l'international. Ils mettent à disposition des avocats spécialisés en immigration pour vous faire venir et faire venir n'importe quelle personne un peu partout dans le monde. Ils ont une capacité d'être sur une multitude de différents permis de travail. Moi, j'ai fait venir des gens d'Inde, des familles entières d'Inde, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Europe. Donc, on a quand même une bonne expertise maintenant, à tel point qu'on faisait tellement de permis de travail dans les années de grande pénurie de main-d'œuvre dans le monde de la tech et du TI. Et là, je remonte entre 2018 à 2022, qui était vraiment compliqué de trouver du monde disponible ici localement, que moi j'ai internalisé la compétence parce on était tellement
demandeurs de permis de travail, qu'à un moment donné, faire appel à un avocat de migration, ça devient cher quand on recrute 40 personnes par an, que moi j'ai internalisé la compétence ici. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui gère les permis de travail. Ce que je veux vous dire d'un point de vue immigration, le marché de la tech, et puis là je vais juste parler, et puis je vais vous donner mon sentiment, le marché de la tech et le marché de l'informatique en tant que tel, principalement là je parle pour des personnes qui sont dans ce secteur-là, il a changé entre 2018 et aujourd'hui, 2024. Il y a plus de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la tech, dans le domaine du dev, de l'agilité, de la data, etc. S'il y avait une grande pénurie de main-d'œuvre là-dedans, il y en a beaucoup moins. Il y a du monde disponible en TI et en marketing, il y a du monde disponible ici. Par contre, le Canada et Montréal, ça reste encore un marché en pénurie de main-d'œuvre sur d'autres secteurs d'activité. Je pense à l'industrie manufacturier et autres pharmaceutiques. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais si je parle de la partie consulting, tech, informatique, il y a maintenant du monde disponible ici sur le marché. Voilà un petit peu, je crois que ça fait 30 minutes que je parle. En conclusion, et puis après je peux y aller avec des questions. J'ai parlé de 7 points. Vous avez vu, je vous ai donné un peu voilà ce que mes expériences vécues m'ont passé sur venir au Canada et comment se lancer. Les petits tips, les astuces. Il y en a 7, vous les voyez sur cette slide. C'est un résumé un petit peu qu'il faut penser quand vous venez ici. En tout cas, c'est ce que moi, j'aurais aimé peut-être avoir quand je démarrais ici. En conclusion, si c'était à refaire, est-ce que je le ferais? Oui. Oui, bien sûr, je le referai à 100% et même encore aujourd'hui, il y a encore le temps et il y a encore beaucoup d'opportunités sur le marché de Montréal. Ce que je ferai, et si je dois résumer des 7 points seulement 3, je pense que ce qui est important, c'est très vite se mettre en relation avec une boîte pour vous accompagner sur la partie subvention, parce que c'est un monde qui est complexe. Et je pense que d'un point de vue contractuel, très vite, il y a des choses à mettre en place pour obtenir et juste valider et vérifier votre éligibilité. Je pense que ça, c'est important, premier point. Deux, si vous voulez rapidement faire du business, faites du réseautage. Et là, d'organismes, de plateformes qui vous donnent accès aux différents réseautages qui existent sur Montréal. Et puis le troisième point, qu'est-ce que ça serait euh, faites appel à Maltem pour vos premiers bureaux. Si vous avez besoin de bureaux, venez, on a de la place disponible. Euh, on a de la place disponible ici. Ou si vous avez des problématiques de projets numériques, c'est ma pub et c'est mes 10 secondes pub. N'hésitez pas à faire appel à nous. En tout cas, voilà, je pense que j'ai essayé de vous donner l'ensemble des sujets ou des anecdotes qui se sont passées. Aujourd'hui, notre objectif et la vision de Maltem, c'est qui repart en croissance, c'est aller au-delà de Montréal. On est en train de regarder pour s'exporter à Toronto. J'ai ma compagne de la chambre de commerce de French Founders pour m'accompagner. J'ai l'objectif d'accélérer la filiale qu'on a montée à New York. Et puis, on imagine que dans les 3 prochaines années, on aille ouvrir le marché de Vancouver, qui est un marché aussi complètement différent du Québec, mais intéressant parce que nous, on a des activités dans la zone Asie, à Pâques, et c'est un vrai trait d'union Vancouver, qui est un marché vraiment connexe par rapport à ce qui se fait ici, mais par rapport à ce que se fait, ce qu'on fait en Asie. Donc voilà un petit peu mes objectifs, mon ambition. Venez au Québec, c'est génial, c'est le fun, il y a encore beaucoup de sujets, mais voilà un petit peu les différents tips et astuces qu'il faut avoir ou qu'il faut se documenter avant de vous lancer ici au Canada. Moi, j'ai fini mon pitch, ma petite présentation. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Marc, Avec c'était une plaisir. présentation très intéressante. Je vais laisser peut-être la place un peu aux questions. Si des personnes se sentent suffisamment à l'aise, n'hésitez pas à ouvrir vos Ouais. micros pour prendre la parole. Si vous préférez, vous pouvez également, utiliser le chat. Moi, j'aurais simplement aimé peut-être juste en une Oui. phrase, ou en un point, le piège à éviter.
Le piège à éviter, c'est culturel. Quand on est français, on a tendance à penser que, bah, le Québec, c'est comme la France parce que ça parle français. Mais il y a vraiment, c'est vraiment une autre culture. Donc le piège, c'est, hem, soyez dans l'observation, soyez patient et adaptez-vous. Puis vous allez voir, les Québécois, il est hyper chaleureux et puis, très rapidement, on fait du business. Mais il faut arriver à comprendre les us et coutumes. Je pense que le piège, c'est de transposer le modèle d'affaires qu'on a en France et de venir faire exactement la même chose ici. Je pense que ça ne marche pas parce qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour déverrouiller. Merci et également, moi, j'ai une question qui m'est souvent posée, qui revient souvent, OK, c'est la question du temps de développement. Le temps de développement et puis tu en as parlé un petit peu, c'est vraiment, cette idée quand on arrive où on va penser qu'en un an tout va se faire et que ça va aller super vite et que ça va très bien se passer. Heu, on sait que parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Toi, est-ce que tu as eu cette expérience-là? Qu'est-ce que tu en dirais sur le temps où, Maltem est arrivé et puis a vraiment Maltem Canada j'entends, a v mmh, est arrivé à vraiment commencer à se développer et être, à pérenniser un petit peu, son chiffre d'affaires? ouais. C'est une question qui est pas facile parce qu'il y a je pense qu'il y a plusieurs variables, notamment, il y a la grosse variable qui est, heu, où en est ton marché, macroéconomique, microéconomiquement parlant, ton secteur d'activité, où il en est. Moi, je pense que j'ai quand même eu de la chance de venir dans un marché en 2018, je suis arrivé en 2017, qui était porteur dans le monde de la tech et du TI, ce qui fait que j'ai eu une accélération très vite. Assez rapidement, on est passé de 0 à 20 en 1 an et demi. Bon, c'est quand même ça va très vite. Alors après, ça pose des problématiques de structuration, il faut vite s'organiser et cetera. Mais, heu, je crois que au Québec, si on prend les bons tips, si on arrive à bien se faire accompagner, je pense qu'il y a encore la place pour beaucoup, beaucoup d'industries, pour beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité. Il y a encore plein de choses à faire. Maintenant, ça va dépendre du marché, ça va dépendre de votre, accompagnement, de vos partenaires ici. Mais, moi, j'ai mis, 6 mois. En 6 mois, j'ai eu 0 client. J'étais, en énorme prospection. Je disais à mon associé: «Écoute Jean-Luc, on va s'arrêter, j'arrive pas quoi, j'arrive pas à percer». Et puis j'avais une famille, derrière qui me regardait. Je partais d'une boîte, où j'étais plutôt confortable et on me regardait comme ça: «J'espère qu'il va se planter celui-là». Bon, c'est pas évident parce que j'étais encore jeune aussi sur le marché montréalais où je faisais de la prospection. Puis après j'ai changé un petit peu ma stratégie et quand je crois on a la bonne stratégie ou la tactique et qu'on comprend bien le marché, ça peut aller vite. Donc ça peut aller, de 6 mois comme ça peut prendre 1 an. Et maintenant, si je prends, un cabinet de conseil qui fait la même chose que nous, par exemple, qui arrive ici, bon, bah, ça prend un peu plus de temps parce que le marché, il a un petit peu évolué, il a un petit peu changé et puis il y a du monde et il y a de la concurrence maintenant. Donc ça demande de faire un bon benchmark et de voir un peu où vous en êtes par rapport à votre marché. Alors, je vois qu'il y a des mains levées, puis il y a une question également dans le chat, donc OK, je ouais. vais me taire pour laisser la parole aux autres. Heu, Clélie, n'hésite pas à ouvrir Je ton micro pour prendre la parole, puisqu'il me semble que c'est, OK, Clélie a levé la main. Oui, vous m'entendez? Oui, Ou tu m'entends, Marc? très bien. OK, super. Oui, Donc du salut. coup, moi, c'est Clélie et donc je représente l'entreprise Game Partners. Donc on crée des jeux sérieux sur la cyber et donc Oui, voilà, j'ai OK. trouvé ton témoignage très, très intéressant parce que je me retrouve dans la même situation que toi il y a 4 ans OK. et donc j'aurais aimé savoir, en fait, parce que quand tu arrives comme ça sur un marché qui est tout nouveau, tu disais, donc j'ai 2 questions, qu'il fallait du coup adapter son offre, donc l'offre française à l'offre, québécoise Oui. et pour ça, en fait, sur quel, enfin, déjà, comment tu t'y prends? Parce que c'est vrai que, comme tu disais, il y a un enthousiasme québécois qui est parfois, ben, pas Ouais. forcément, celui enfin, qui est, réel, j'ai envie de dire et donc où est-ce que quels sont les signaux que toi tu perçois, en fait, pour, pouvoir dire: «OK, mon offre là, en fait, ça va pas du tout»? En fait, moi, le conseil que 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 je te propose, hem, c'est de faire des tables rondes ou des événements pour aller tester ton marché en mode MVP, tester ton produit.
Donc, si toi, tu as des jeux, je pense que tu as pas mal de salons et de conférences ici qui existent. Alors, c'est un certain coût, mais toi, dans la cyber, tu as la cyberconférence qui est, je crois, intéressant. Je crois que c'est un des leviers pour permettre d'avoir l'écosystème en face de toi et de se tester, de se dire, OK, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça, tu as des événements, je pense, qui te permettent de valider ton offre. Moi, c'est ce que je ferai. Il y a des tables rondes qui existent. Il y a aussi faire venir, hoster un événement, faire un événement et puis faire des présentations et aller tester ton marché, faire un peu une recherche utilisateur, recherche de ton marché. C'est quelque chose que moi aussi, je suis en train de faire parce que je lance tout un programme de formation qui est pas forcément le cœur de métier d'un cabinet de conseil, mais pour lancer de la formation, eh ben, je fais du marketing, je fais de la recherche utilisateur, je fais du gratuit, je teste. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse? J'essaye d'aller chercher du feedback, puis c'est comme ça que j'oriente et que je pivote en fonction des retours. Et tu verras, tu seras assez surprise du feedback pertinent que l'on te donne quand on te propose quelque chose ou un nouveau produit-service. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je ferai à ta place.